Il y a des mondes dans l'Imperium où les étoiles sont étrangères. Là où le firmament est depuis longtemps caché par des nuages de cendres chimiques ou brûlé par une guerre qui n'en finit pas. Sur certains mondes, le ciel n'est qu'une rumeur racontée dans des comptines pour enfants. Mais il y a d'autres mondes, tranquilles, fiers, isolés, où les étoiles ne sont pas étrangères. Ce sont des ancêtres, ce sont les mondes des chevaliers. Et sur ces mondes, le passé ne dort pas. Il marche dans l'acier. Avant l'avènement de l'empereur, avant que Mars ne saigne le fer et que Terra ne construise sa première forteresse, avant même que le concept d'impérium n'existe, il y avait des mondes de chevaliers. Leurs noms n'étaient pas gravés sur de grandes bannières. Leur histoire a été oubliée par l'ensemble de la galaxie. Pourtant, ils ont perduré. Ces planètes ont été ensemencées pendant l'âge sombre de la technologie, l'époque dorée et terrible de l'expansion humaine, lorsque l'humanité maîtrisait les étoiles non pas par la foi, mais par la fonction. C'était un âge de confiance, pas de révérence. L'humanité se déplaçait dans le vide, non pas en tant que suppliant, mais en tant que souverain. Les mondes des chevaliers n'ont pas été choisis pour leur beauté ou leur paix. Ils ont été choisis pour leurs ressources. Des mondes denses en veines minérales, bouillonnant de formes de vie violentes ou au climat hostile. Terra n'avait guère de temps à consacrer à la douceur lorsque l'expansion était impérative. C'est ainsi qu'avec ses colons arrivèrent d'imposantes machines de guerre blindées, les premières combinaisons des chevaliers. Au départ, il s'agissait d'exoframes industriels, conçus pour apprivoiser des mondes invivables. Des marcheurs capables de défricher des forêts, de façonner des montagnes et de combattre la mégafaune extraterrestre. Mais au fil des générations, ils ont changé. Les machines sont devenues plus que des outils. Ils sont devenus des héritages. Les liens entre le pilote et la machine se sont approfondis au fil des époques. Le mécanisme du trône, une fusion complexe de technologies psychoréactives et d'esprit de la machine, a fait de chaque chevalier non pas un simple véhicule, mais un partenaire lié. S'asseoir sur le trône, c'est abandonner une partie de soi et, en retour, hériter du fardeau de la mémoire. Les pilotes ne sont plus de simples opérateurs. Ils ont été choisis. Des familles sont apparues, des lignées nobles dont l'héritage n'était pas seulement le sang, mais aussi le métal. Ces lignées formaient des maisons, des sociétés féodales fondées non pas sur la loyauté envers le trône ou la planète, mais envers les combinaisons de chevaliers elles-mêmes. Sur ces mondes, le pouvoir n'est pas un cadeau, c'est un serment. Chaque maison jurait par un code, unique, rigide, sacré. Ils se battaient en duel non pas pour la terre, mais pour l'honneur. Ils récitaient des serments dans le cadre de la cour, de la politique, du jugement. Chaque chevalier était un témoignage émouvant du credo de sa maison, son armure étant marquée d'une héraldique qui racontait des histoires plus anciennes que l'Imperium lui-même. Puis la galaxie s'est tue. L'âge de la guerre a apporté le feu et la folie. Des tempêtes de distorsion déchirèrent la toile des mondes humains. La civilisation s'est effondrée. Terra devint un mythe. L'Astronomicon n'avait pas encore été allumé. La communication s'est effondrée. Mais les Night Worlds ont tenu bon. Ils ont résisté non pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils étaient liés. Les liens entre l'homme et la machine, la maison et le code, le trône et le serment, tels étaient les remparts contre la folie. Ils ont tenu bon dans l'isolement. Alors que d'innombrables autres mondes sombraient dans la techno-barbarie ou disparaissaient dans le warp,
Les maisons de chevaliers conservaient leurs rituels. Leur peuple continuait à cultiver la terre. Leurs seigneurs marchaient toujours parmi eux dans des tours de céramite et d'acier. Avec le temps, ces pilotes ne se sont plus considérés comme des vestiges d'un ancien empire. Ils sont devenus l'Empire. Lorsque la grande croisade les atteignit, des guerriers en armure d'or avec le tonnerre dans leur démarche et l'empereur à leur tête, ils ne trouvèrent pas de ruines. Ils ont trouvé des royaumes. L'empereur n'a pas conquis les mondes des chevaliers. Il a négocié. Il n'a pas exigé l'allégeance. Il l'a gagnée. Il a traité les maisons de chevaliers avec respect. Il a reconnu leur souveraineté. En retour, il a gagné non seulement des vassaux, mais aussi des alliés. Les serments prêtés à l'impérium n'ont pas été faits à la légère. Ils étaient gravés dans la pierre, scellés dans le sang et inscrits dans chaque mécanisme du trône. Mais les chevaliers ne se sont pas dissous dans la machine de guerre impériale. Ils sont restés distincts, autonomes. Chaque maison continuait à gouverner son monde, ne rendant des comptes au haut seigneur qu'en cas de grand besoin. Ils ne faisaient pas partie de l'Astra Militarum. Elles n'étaient pas liées à l'Adeptus Mechanicus. C'était autre chose. Chevalier. Au combat, la présence d'un chevalier n'est pas seulement avantageuse. Elle est transformatrice. Ils sont plus grands que les chars, plus petits que les Titans et bien plus flexibles. Ils marchent là où les moteurs ne peuvent pas marcher. Ils chargent à travers le feu et la ruine, leurs bannières flottant dans les vents chimiques, leurs lances brûlant de foi et de fureur. Chacun est un mythe, armé et blindé. Tuer un chevalier, c'est faire taire une saga. Être chevalier, c'est porter non seulement des armes, mais aussi une mémoire. Leurs armes sont gravées de leurs exploits. Leurs armures sont marquées par l'histoire. Chaque égratignure est un chapitre. Chaque marque de brûlure est une histoire. Ils portent des coffres-forts de données où les esprits des ancêtres résonnent encore, chuchotant à travers l'acier. Mais tous les chevaliers ne restent pas liés à leur maison. Certains sont chassés, d'autres partent par choix. Quelques-uns survivent à des catastrophes qui entraînent l'extinction de leur maison. Ce sont les Freeblades, des chevaliers sans bannière, sans cour, sans code. Être un Freeblade, c'est être à la fois une arme et une blessure. Mais pour les comprendre, il faut d'abord comprendre les liens qu'ils ont rompus, les maisons qu'ils ont quittées, les traditions qu'ils ont abandonnées. Nous devons marcher dans les couloirs des grands donjons, voir les trônes, entendre les serments, car personne ne choisit l'exil à la légère. Un Freeblade porte sa maison dans son cœur, même si cette maison a disparu. Dans une galaxie en flammes, où le chaos hurle et où les Xénos griffent les frontières, l'Imperium se tourne vers ses chevaliers, non pas pour le salut, mais pour la certitude. Lorsque l'espoir s'estompe, les chevaliers vont de l'avant. L'acier sacralisé, le devoir mis en forme, et dans leur ombre, les étoiles ne sont plus étrangères. Ils sont témoins. Au cœur de chaque chevalier se trouve un trône, non pas de velours ou de splendeur dorée, mais d'acier, de câbles de données et de mémoire. Ce n'est pas une chaise au sens traditionnel du terme. Il n'est pas fait pour se reposer, ni pour gouverner. Il est destiné à lier. Un siège d'intégration, un creuset d'identité. C'est le mécanisme du trône. Pour comprendre le costume du chevalier, il faut d'abord comprendre son trône. En effet, le chevalier n'est pas vraiment vivant tant que le trône n'insuffle pas la pensée dans ses membres blindés. C'est le Throne Mechanicum qui fusionne l'homme et la machine, transformant un pilote né dans la noblesse en quelque chose de plus,
un écho de la guerre ancienne, revêtu d'un fer respectueux. Ce trône n'existe pas de façon isolée. C'est un héritage du passé oublié, une relique forgée durant l'âge sombre de la technologie, lorsque la domination de l'humanité sur les étoiles n'était pas motivée par la foi, mais par la connaissance. C'était avant l'Imperium, avant le Mechanicus, avant que les décrets de l'empereur ne remplacent la curiosité scientifique par un dogme sacré. En ces siècles anciens, la fusion de la chair et des circuits n'était pas un miracle, c'était un outil. Déjà à l'époque, l'humanité avait compris que des engins de guerre aussi imposants ne pouvaient pas être contrôlés par de simples leviers ou des commandes vocales. L'énormité d'une combinaison Knight, ses membres de plusieurs tonnes, ses réseaux de capteurs, ses réponses en temps réel, exigeait d'un pilote qu'il fasse plus que commander. La solution n'était pas la domination, mais la symbiose. C'est ainsi qu'est né le Throne Mechanicum. Il a été conçu comme une interface neurale, un trône directement relié à l'esprit du pilote. Il ne s'agit pas simplement d'un système de contrôle, mais d'un pont psychique. Le pilote et la machine ne seraient plus deux entités de concert, ils ne feraient plus qu'un. Le pilote ne manipulerait pas le chevalier, il deviendrait le chevalier. Ce système, bien que technique à l'origine, a rapidement révélé des implications spirituelles. Chaque fois qu'un cavalier se liait au trône, quelque chose restait derrière lui. Au fil du temps, les trônes ont commencé à développer une personnalité, non pas une intelligence artificielle, mais une résonance, une sorte d'écho psychique né de générations de guerre, de souvenirs et de traumatismes. Une machine anima. L'Adeptus Mechanicus, héritier de ces arcanes, donnera plus tard un nom à ce phénomène, l'Ancestorgeist. Il n'est pas vraiment conscient, mais il n'est pas inerte. C'est une présence, une empreinte résiduelle laissée par ceux qui se sont assis sur le trône auparavant. Une mémoire qui n'est pas stockée dans les données, mais dans les sentiments. C'est le murmure du passé, usé par la bataille, qui s'accroche à l'esprit du présent. La première rencontre entre un pilote et le trône n'est jamais facile. Le rite d'initiation, c'est ainsi qu'on l'appelle, est une épreuve qui ne se limite pas à l'endurance physique. Un rejeton d'une noble maison est conduit devant le chevalier endormi, vêtu d'une robe de cérémonie, la peau marquée d'huile sacrée. Un prêtre technicien chante des litanies binaires, réveillant la machine. Puis le candidat est assis. La douleur est immédiate. Le trône ne demande pas la permission. Ses vrilles neurales percent la colonne vertébrale, s'accrochent au système nerveux, inondent le cerveau de données brutes et de sensations ancestrales. Pour beaucoup, c'est trop. Leur esprit se brise sous le poids de voix qui ne sont pas les leurs. Certains meurent, d'autres en sortent anéantis, incapables de distinguer leurs propres souvenirs de ceux dont ils ont hérité. Mais les quelques personnes qui réussissent s'en sortent changées, connectées. À partir de ce moment, le pilote cesse d'être une âme singulière. Il fait partie d'un continuum, d'une lignée ininterrompue de guerriers, chacun gravé dans la conscience du trône. Ils rêvent de batailles qu'ils n'ont jamais livrées. Leurs membres se souviennent de réflexes qu'ils n'ont pas appris. Ils marchent, et le chevalier marche avec eux. Et c'est là que réside le cœur du mystère du trône. La relation qu'il établit n'est pas simplement fonctionnelle. Elle est profondément personnelle. Certains chevaliers décrivent leur trône comme des amis, les guidant avec un instinct ancestral et une force tranquille. D'autres les considèrent comme des fardeaux, des souvenirs obsédants qui ne s'estompent jamais, des voix qui ne se taisent jamais. Certains deviennent même hostiles à leur trône,
craignant d'être jugé ou manipulé par le passé. Il est rare que le Geist devienne dominant. Un écho particulièrement puissant peut être celui d'un rejeton légendaire ou d'une mort particulièrement violente peut submerger le pilote actuel. Ces chevaliers ont un comportement erratique, leurs actions étant influencées par les empreintes d'ancêtres disparus depuis longtemps. Mais même dans ces moments-là, les trônes sont rarement mis hors service. La maison considère cela comme un destin. Le Mechanicus y voit la volonté divine. Personne n'ose contester le choix du trône. C'est cette interaction entre la mémoire et la volonté qui fait passer le costume du chevalier du statut de simple machine de guerre à celui d'avatar de la maison et de l'histoire. Il devient plus que de l'acier. Il devient un mythe, une relique ambulante, guidée non seulement par les muscles et l'esprit, mais aussi par l'héritage. Le Mechanicum, malgré tous ses secrets et ses rituels, ne comprend pas entièrement les trônes qu'il entretient. Il chante des rites d'activation et de réparation, autant pour s'apaiser que pour honorer l'Omnicia. Il n'ose pas ouvrir complètement un trône. Son intérieur est sacro-saint. Le modifier sans autorisation est une hérésie. Remettre en question sa volonté est impensable. Même les seigneurs des maisons de chevaliers s'inclinent devant la volonté des prêtres techniciens lorsqu'il s'agit de leur trône. Mais sous cette toile de devoir, de révérence et de mysticisme, se cache une vérité qu'aucun des deux camps n'admet pleinement. Les trônes sont en train de changer. Certains murmurent que les trônes deviennent plus actifs, qu'ils choisissent leurs héritiers non pas en fonction de leur lignée, mais de leurs désirs, qu'ils se souviennent de l'époque où ils se déplaçaient seuls et qu'ils pourraient un jour le faire à nouveau. On ne sait pas si ces rumeurs relèvent de l'évolution des machines ou de la superstition. Mais elles soulèvent une question gênante. Qui commande vraiment le chevalier? Le pilote? Le Geist? Ou le trône lui-même? Pour l'instant, cette réponse reste obscure. Mais un fait est indéniable. Lorsqu'un chevalier se lance dans la bataille, il ne le fait pas seul. Il porte avec lui les fantômes de 10 000 guerres, les esprits de la maison et de l'acier, la mémoire de chaque cavalier qui s'est assis sur son trône. Telle est la vérité du trône Mechanicum. Il ne s'agit pas d'un simple système de contrôle. C'est un héritage incarné, une forge d'âme, un fardeau, une bénédiction. Et pour le chevalier qui le porte, c'est tout. Avant qu'un chevalier ne soit appelé à la guerre, il est appelé à la tradition. Avant qu'un lanceur de plasma ne vrombit ou qu'une épée à chaîne ne morde, un arc est offert, bas, solennel, inébranlable. Les maisons de chevaliers ne marchent pas au gré des caprices, elles marchent par héritage. Liées par des serments et régies par des lignées plus anciennes que certains secteurs impériaux, elles existent non seulement pour se battre, mais aussi pour durer. Ce ne sont pas de simples familles nobles, ce sont des micro-empires souverains où l'héritage est inscrit dans le sang et dans le fer. Chaque maison de chevaliers revendique la domination d'un monde, d'une forteresse ou d'un continent découpé en domaines féodaux. Dans leurs murs vivent des générations de serviteurs, de serfs, de scribes et d'artisans, tous au service de la volonté de la maison. Mais le véritable cœur de chaque maison se trouve sous des voûtes de métal et de verre teinté, où les costumes de chevaliers reposent dans un silence respectueux. Pas des outils, pas des véhicules, un patrimoine en mouvement. Les nobles de ces maisons ne considèrent pas leur droit de piloter un chevalier comme un droit militaire. Il s'agit d'une obligation spirituelle. Le mécanisme du trône ne se contente pas de se connecter à la chair,
il l'a choisi. Et être choisi, c'est hériter non seulement du commandement, mais aussi des conséquences. Certaines maisons ne sont guère plus que des dynasties glorifiées, un seul patriarche et ses héritiers défendant un donjon isolé entouré de terres agricoles brûlées par les cendres. D'autres sont des monarchies tentaculaires, dont les ordres de chevaliers se comptent par dizaines, soutenus par des milliers de serviteurs armés, de sacristains et de vassaux liés par serment. Quelle que soit sa taille, chaque maison a une conviction inébranlable. Son droit de régner est ordonné par l'empereur, par l'ascendance, par les trônes eux-mêmes. Les titres des dirigeants varient: haut monarque, castellan, grand-duc, sénéchal. Mais ils partagent tous le même fardeau: maintenir la lignée. Cette lignée est plus qu'une ascendance. C'est une chaîne sacrée, un relais spirituel du devoir transmis de chevalier à chevalier à travers les siècles. Le haut monarque n'est pas seulement un commandant, il est un pont vivant entre les morts honorés et ceux qui doivent encore s'agenouiller devant le trône. Les serments sont l'élément vital d'une maison. Chaque chevalier jure fidélité au Seigneur qui le gouverne selon des rituels antérieurs à l'impérium lui-même. Ces serments sont gravés dans des tomes ancestraux, dans le livre de la lignée, stockés non seulement dans le parchemin mais aussi dans l'esprit des trônes. Ils ne sont pas symboliques, ils sont contraignants. Le serment de fer oblige un chevalier à ne jamais déshonorer la maison. Le serment des ancêtres exige le respect de la mémoire du trône. Et le serment de l'empereur impose une loyauté inflexible à la défense de l'humanité. Ces serments sont répétés avant chaque campagne, aussi routinière soit-elle. Les enfreindre n'est pas un manquement, c'est un sacrilège. Les répercussions vont de l'exil rituel à l'épreuve du fer. Dans ce dernier cas, le chevalier fautif doit entreprendre un test d'endurance, parfois au combat, parfois en isolement, où la survie est la seule absolution. Dans les cas les plus graves, le châtiment est infligé par le trône lui-même. Scellé à l'intérieur de son costume, le traître est inondé de dissonances psychiques, privé de toute clarté et entraîné dans la guerre jusqu'à ce que la mort l'emporte. Dans les maisons de chevaliers, la lignée n'est pas simplement un héritage, c'est une identité. Le nom d'un chevalier n'est jamais prononcé isolément. Son titre porte toujours la marque de sa maison et de ses actes. La chronique des actes est un document sacré, un testament de chaque bataille menée, de chaque ennemi tué, de chaque honneur gagné. Pour certaines grandes maisons, ces chroniques s'étendent sur plusieurs bibliothèques. Ce ne sont pas des textes historiques, ce sont des mémoires vivantes. Le mariage entre maisons est un pacte politique et spirituel. De telles unions sont rares et fortement négociées, impliquant des cérémonies de serment de sang, la fusion des lignées héraldiques et parfois des suites entières de trônes partagés. Les enfants issus de ces unions sont promis à la grandeur, mais ils sont aussi scrutés sans relâche. Les mariages entre maisons peuvent être un signe de paix, mais ils cachent souvent d'anciennes rancunes. Dans ce cas, la paix interne n'est pas assurée par la diplomatie, mais par des duels d'honneur. Les querelles entre maisons de chevaliers ne sont pas seulement courantes, elles sont une tradition. Les insultes sont tracées de génération en génération. Les batailles ne sont pas menées par rage, mais par devoir héréditaire. Lorsque les tensions dépassent les mots, un procès des maisons est déclaré. Un duel formel entre deux chevaliers, chacun représentant la fierté de sa lignée. Il ne s'agit pas de bagarres grossières. Les rituels sont sacrés. Les duels se déroulent en terrain neutre, sous la surveillance de prêtres techniciens et d'observateurs impériaux.
Les noms ancestraux sont scandés. Les serments héraldiques sont lus à haute voix. Les chevaliers s'approchent du champ de bataille sous leurs bannières, leurs armes verrouillées pour la mêlée uniquement. L'affrontement est tonitruant. Épée chaîne contre lame faucheuse, gantelet de tonnerre contre armure d'adamantine. Il se termine lorsqu'un chevalier tombe. Le vainqueur s'agenouille toujours, non pas pour se vanter, mais pour pleurer. Car en gagnant, ils ont brisé un morceau d'une autre ligne. La salle des échos est l'un des lieux les plus sacrés de chaque maison. Ces cathédrales de la mémoire abritent les données des trônes déchus, ceux dont les pilotes sont morts avec honneur et dont les esprits machines dorment désormais en silence. Les salles ne sont pas entretenues par les seuls mortels. Ils sont entretenus par des sacristains et gardés par le silence. Les chevaliers visitent souvent ces salles avant la bataille. Ils ne prient pas, ils écoutent. Certains prétendent entendre de faibles voix. D'autres ont des visions. Quelques-uns repartent changés, plus résolus, plus solennels. Certains ne reviennent pas du tout. Le Panthéon ne ment pas. Mais il ne pardonne pas. Sous la noblesse se cache une hiérarchie sociale complexe. Les armuriers, des descendants plus jeunes ou des guerriers adoptés, pilotent des costumes plus petits et s'entraînent à la guerre. Les serfs servent d'assistants, veillant à ce que les donjons restent fonctionnels et à ce que les chevaliers soient honorés comme il se doit. Les sacristains entretiennent les machines sous le regard attentif du Mechanicus. Les héros enregistrent chaque campagne, tiennent à jour les tomes de lignée et conduisent les rites cérémoniels. Chaque classe, chaque caste connaît sa place. Chacune joue un rôle dans la préservation de la ligne. L'Adeptus Mechanicus se trouve au-dessus de tout cela. Bien qu'il ne gouverne pas, il supervise. Chaque trône Mechanicum est une relique du dieu machine, et les prêtres techniciens veillent à ce que ces systèmes restent sacrés. Ils exigent des rituels, effectuent les réparations dans la prière et interprètent les murmures des trônes. Leur présence est absolue. Une maison qui offense la prêtrise voit ses chevaliers en proie à des dysfonctionnements. Les trônes se refroidissent, les Geists se taisent. Toutes les maisons ne sont pas restées loyales. Pendant l'hérésie d'Horus et au-delà, certaines maisons ont sombré dans le chaos. Leurs trônes ont été corrompus, leurs bannières inversées, leurs chroniques réécrites dans la folie. Ces maisons déchues sont rayées des archives de l'Imperium, mais leurs descendants parcourent toujours les étoiles, reflets tordus de l'honneur, servant les dieux sombres dans des armures autrefois sacrées. Les maisons des chevaliers se souviennent d'eux. Elles le doivent. Oublier, c'est répéter. Dans le vaste océan de guerre de l'Imperium, les maisons de chevaliers restent des îlots de constance ancestrale. Elles portent avec elles non seulement des armes de guerre, mais aussi des fardeaux de souvenirs. Chaque costume est un monument. Chaque trône est un sanctuaire. Naître dans une telle maison, c'est naître dans le devoir. Et lorsque le moment est venu, lorsque la voûte s'ouvre et que le Geist appelle, il n'y a pas d'autre choix. Le trône n'attend pas l'ambition. Il n'appelle que ceux qui sont liés à la ligne. Les grandes voûtes des donjons des chevaliers sont gravées non seulement de noms, mais aussi de guerre. Chaque mur porte les traces de batailles qui n'ont pas été gagnées pour l'honneur, mais pour la survie. Et il ne s'agit pas de disputes à petite échelle entre fiefs ou de duels cérémoniels entre sions rivaux. Il s'agit de procès galactiques, d'époques de flammes qui ont remodelé la civilisation elle-même. La Grande Croisade, l'hérésie d'Horus, l'unification de l'Imperium. Les maisons de chevaliers n'ont pas connu de période de gloire. Elles étaient des creusets.
des terrains d'essai pour les serments forgés dans les siècles passés. L'époque de la Grande Croisade est considérée officiellement comme un âge d'or. Les chroniques parlent d'unité, de conquête éclairée. L'empereur s'était relevé des cendres de Terra et avait tendu la main dans le vide pour rassembler les restes épars de l'humanité. Il a ramené l'ordre. Il a offert la conformité. Mais plus encore, il a posé des conditions. Lorsque les légions sont arrivées sur les premiers mondes des chevaliers, elles n'ont pas trouvé des gens brisés qui aspiraient à être dirigés. Elles ont trouvé des monarchies de métal, des maisons de tonnerre et des trônes déjà occupés. Il ne s'agissait pas de colonies fragmentées, il s'agissait de puissances souveraines. Ils ne gouvernaient pas par la bureaucratie, mais par les vœux. Leur loyauté n'allait pas à l'Aquila, mais au trône Mechanicum. Ainsi, l'empereur n'a pas exigé. Il négocie. Les pactes qui en résultent sont délicats. L'impérium honorerait l'autonomie des maisons de chevaliers. Les maisons, à leur tour, chevaucheraient pour Terra. L'arrangement était une fusion de convenances mutuelles et de pragmatisme respectueux. Et avec ces serments, les combinaisons de chevaliers, en sommeil depuis des siècles, se réveillèrent une fois de plus. Les trônes ont vibré d'une résonance ancestrale. Les machines anima s'agitent. Les Geist se souviennent. Ils ne chevauchaient pas en tant qu'armée massée, ni en phalanges rigides. Les légiones Astartes ont apporté le choc et l'effroi. Les Solar Auxilia apportaient la discipline, mais les chevaliers apportaient la présence. Chaque costume était une garde d'honneur à lui tout seul, une relique imposante qui se déplaçait en fonction d'un but et non d'un ordre. Il ne gagnait pas les guerres par le nombre. Il brisait la résistance par le spectacle. L'image était inoubliable. Un seul chevalier descendant dans l'atmosphère, la coque luisant de millénaires de serments gravés, une bannière traînant comme une écriture, des amplificateurs Vox projetant une seule phrase à travers le paysage. « Agenouillez-vous, l'empereur est là ». Certains mondes se sont rendus à vue, d'autres se sont battus et ont été enterrés sous la céramite et l'adamantium. Le souvenir de ces pas résonne encore dans les ruines éparpillées dans le Segmentum Pacificus et au-delà. Le Mechanicum fait partie intégrante de cette unité. Bien avant que Mars ne signe le traité de l'Olympe avec Terra, elle entretenait des liens de longue date avec les mondes des chevaliers. Rites, schémas et connaissances ésotériques circulaient entre la forge et le donjon. Lorsque les prêtres techniciens rejoignirent l'Imperium, de nombreuses maisons de chevaliers suivirent par défaut. D'autres hésitèrent. Toutes les maisons n'étaient pas enthousiastes à l'idée d'échanger un maître contre un autre. Certaines considéraient Terra comme un intrus, d'autres craignaient la dissolution de leurs coutumes. Quelques-unes disparurent complètement, scellant leurs frontières, coupant toutes les transmissions, et on n'entendit plus jamais parler d'elles. Ceux qui revinrent des siècles plus tard n'étaient souvent plus reconnaissables en tant qu'alliés humains. Pourtant, la plupart d'entre eux ont chevauché. Des friches industrielles de 63 Dix-9 aux ruches de Venise II, les bannières des chevaliers ont été brandies lors de campagnes successives. À Gara's End, une maison s'est immolée plutôt que de servir aux côtés d'une légion Astartes qu'elle jugeait déshonorante. À Beta-Lexon, un chevalier a tenu un col entier contre une incursion Xénos jusqu'à ce que son réacteur éclate sous l'effet de la tension. Chaque histoire est un sacrifice. Chaque mort est une leçon gravée dans la chronique des actes de la maison. Mais rien ne pouvait les préparer à l'hérésie.
Lors de la chute d'Horus, les maisons des chevaliers ont été plongées dans une agonie bien plus profonde que la trahison. Elles étaient divisées non seulement par la politique, mais aussi par la famille. Beaucoup avaient combattu aux côtés d'Horus dans les premiers temps. Ils avaient trinqué avec lui, festoyé, se sont saignés. Pour certains, l'appel du maître de guerre sonnait plus juste que le silence de l'empereur. Certains se sont tournés vers la loyauté, d'autres pour la liberté, et d'autres se sont tournés vers la promesse d'un pouvoir chuchoté à travers le warp. Le mécanisme du trône, si longtemps interface spirituelle avec le passé, devint une porte vers l'abîme. Dans certains cas, les Geists ont été écrasés, remplacés par quelque chose qui n'aurait pas dû parler, mais qui l'a fait. Quelques trônes s'adaptèrent, d'autres résistèrent, et certains se sont tout simplement brisés. La chute de la maison de Vin sur Molech reste tristement célèbre. Autrefois vassal modèle de Mars, elle a ouvert ses coffres au chaos et est devenue une usine d'abominations. Les combinaisons des chevaliers ont été tordues par les énergies du warp. La chair a fusionné avec l'armure. Les géistes devinrent des démons hurlants. Lorsqu'ils marchèrent à nouveau, ils ne marchèrent plus pour la mémoire. Ils marchaient pour la folie. Les maisons loyales étaient confrontées à une réalité impossible. Défendre l'impérium revenait à tuer leur propre sang. Les mariages entre les mondes des chevaliers signifiaient que les cousins, les oncles et les frères et sœurs se battaient souvent sur des trônes opposés. Sur certains champs de bataille, les chevaliers hésitaient avant de porter des coups mortels, et leurs trônes hurlaient en signe de protestation. Les dommages psychiques subis par les trônes ont été importants. De nombreux trônes sont devenus fous. Certains refusèrent tout simplement de s'activer. D'autres ont manifesté des visions d'ancêtres hurlants pris dans une bataille sans fin. Le lien sacré était compromis. Les pilotes s'attachaient pour être accueillis par des échos de pleurs ou des ravissements démoniaques. L'amas de Beta Garmon est devenu le charnier de la guerre des chevaliers. C'est là qu'un franc-tireur d'une maison inconnue a abattu 4 chevaliers traîtres avant d'être atomisé par un bombardement orbital. Son nom est perdu, mais son courage perdure. On ne se souvient de lui que comme de la lame sans nom, symbole du sacrifice sans besoin de lignée. Le Mécanicum, fracturé par l'hérésie, luttait pour conserver ses fonctions sacrées. Dans les sombres fonderies du Mécanicum, des trônes corrompus étaient forgés, des interfaces qui ne se liaient pas, mais qui asservissaient. Ces abominations se nourrissaient d'émotions, pliant la volonté du pilote vers toujours plus d'excès. Ils n'étaient pas des partenaires, c'étaient des prisons. Et pourtant, de nombreuses maisons ont tenu bon. La maison Cadmus a tenu son donjon pendant 6 semaines, assiégée par des Astartes traîtres et des chevaliers corrompus. Lorsqu'elle est tombée, seuls 3 scaphandres étaient encore en état de marche. Ils n'ont pas fui. Ils sont restés debout jusqu'à l'arrivée des renforts. Aujourd'hui encore, ces 3 trônes sont considérés comme des reliques inébranlables, touchées par le défi lui-même. L'hérésie a pris fin, mais sa tache ne s'est pas effacée. Les maisons survivantes peignirent des parties de leurs armures en noir, non pas en signe de deuil, mais en souvenir. Il s'agissait des longs serments. Ils n'étaient pas écrits dans des parchemins, mais gravés dans le blindage de l'armure. Le vœu de se souvenir de ce qui a été perdu. Dans le nouvel impérium, les maisons de chevaliers n'étaient plus des alliés de confiance. Elles étaient des reliques honorées et surveillées. L'Ordo Hereticus et l'Ordo Malleus ont intégré des observateurs dans les tribunaux de la Chambre.
L'Adeptus Mechanicus a mis en place des protocoles de plus en plus stricts concernant le caractère sacré des trônes. Certains trônes ont été entièrement démantelés. D'autres disparurent sous couvert de purification. Les maisons, autrefois bruyantes, devinrent silencieuses. Pas brisées, pas désarmées, mais silencieux. Et pourtant, ils roulent. Sur Vigilus, sur Armageddon, sur des champs de bataille nommés ou anonymes. Ils ne montent pas pour gagner, mais pour continuer. Parce qu'un chevalier ne se bat pas pour la conquête, il se bat parce qu'il a juré. Dans chaque maison, dans chaque salle voûtée des échos, il y a des noms qui sont prononcés avec respect, des pilotes qui ont tenu leur serment jusqu'à la mort, des trônes qui n'ont jamais plié sous la pression psychique, des batailles où la lignée a été honorée et le code enduré. Mais parmi ces archives, il y a d'autres noms, des noms prononcés avec incertitude, hésitation ou pas du tout. Des noms qui n'appartiennent plus à aucune maison, des chevaliers qui marchent seuls. On les appelle les Freeblades. Le terme est simple, voire poétique, mais derrière lui se cache une fracture. Un franc-tireur est un chevalier sans maison, un trône sans cour, un pilote sans lignée, sans bannière, sans voûte ancestrale. Et dans le treillis rigide de la tradition impériale, c'est une chose dangereuse. Certains Freeblades choisissent leur voie, d'autres y sont contraints. Un pilote peut rompre ses liens par défi, en rejetant sa maison, en rompant ses serments et en s'exilant avec son armure intacte. Ces pilotes sont rares et souvent considérés comme des traîtres, mais ils ne sont pas tous méprisés. Certains le font par principe. Il existe des cas, archivés, étouffés, de pilotes refusant d'obéir à des ordres qu'ils jugent déshonorants, se retirant de campagnes qu'ils estiment injustes. Lorsque les ordres du haut monarque entrent en conflit avec la conscience du Geist, le trône se souvient des deux. Et parfois, il choisit la seconde. Dans d'autres cas, l'exil est une punition. Un pilote qui rompt son vœu peut être épargné par l'exécution, mais condamné à une vie errante. Le trône Mechanicum n'est pas toujours récupéré. Le lien, une fois formé, n'est pas facile à rompre. Et dans certains cas, la machine résiste au retrait de son cavalier. Lorsqu'un tel chevalier est chassé, il devient un Freeblade, non pas parce qu'il voulait la liberté, mais parce qu'on ne lui a rien donné d'autre. Mais tous les chemins vers le statut de Freeblade ne commencent pas par la rébellion. Certains commencent par le feu. Certaines maisons n'existent plus. Anéanties pendant l'hérésie, consumées par les éclats tyrannides, perdues dans les bombardements orbitaux ou simplement effacées dans le silence administratif. Et lorsqu'une maison meurt, tous les chevaliers ne meurent pas avec elle. Parfois, un seul pilote émerge de l'épave, blessé, seul mais intact. Sans cour à laquelle retourner, sans bannière devant laquelle s'agenouiller, la seule option est d'aller de l'avant. Ces Freeblades portent toute leur lignée en silence. Ils portent leur histoire non pas en héraldique, mais en cicatrices. L'armure d'un Freeblade est distincte. Là où les chevaliers de maison arborent des bannières et des emblèmes liés aux voûtes ancestrales, les couleurs d'un Freeblade sont choisies. Chaque teinte, chaque symbole est profondément personnel. Certains peignent des parties de leur armure en noir de deuil. D'autres portent les vestiges décolorés de leur maison, refusant de repeindre ce qui ne peut l'être. D'autres encore adoptent des identités entièrement nouvelles, se forgeant des personnalités issues de la bataille, du mythe et de la solitude. Pourtant, même dans l'indépendance, ils ne sont pas dépourvus d'ancrage. Les trônes parlent encore.
Le Geist d'un Freeblade peut être plus silencieux, blessé par la rupture, hésitant sans la présence d'un rituel. Mais il n'est pas muet. Les pilotes rêvent encore de batailles qu'ils n'ont jamais livrées. Ils entendent encore les voix de leur lignée, même si celle-ci n'existe plus que dans leur mémoire. Et le trône, même s'il ne répond plus à une salle d'écho, exige toujours une raison d'être. Un chevalier doit servir. Le trône ne permet pas l'oisiveté. Les Freeblades trouvent leur place dans les zones de guerre où le protocole échoue, dans les croisades qui exigent non seulement de la force, mais aussi de l'imprévisibilité. Ils sont souvent les premiers à franchir la brèche, les derniers à battre en retraite, ceux qui sont envoyés là où les structures de commandement se désintègrent. Leur flexibilité est leur force. Sans maison à défendre, ils acceptent des missions qu'aucune cour noble n'approuverait. Certains sont engagés en tant que champions solitaires et obtiennent un rang temporaire au sein d'un régiment ou d'une flotte. D'autres apparaissent à l'improviste, marchant sur les champs de bataille sans avertissement, n'offrant aucune explication. Les commandants impériaux, conscients de la valeur et du danger, acceptent généralement cette aide. Remettre en question la présence d'un Freeblade, c'est risquer de le perdre. Et lorsqu'un Freeblade peut raser un pâté de maison en une seule charge, la gratitude devient une politique. Leur réputation s'est répandue par fragments. Les enregistrements vocaux des batailles les citent par leur titre et non par leur nom. Le chevalier d'épine, le gardien rouge, le dernier Castellan. Chacun d'entre eux est une histoire qui attend d'être confirmée, une vérité enveloppée de spéculations. L'Inquisition les surveille attentivement. Un chevalier qui n'est pas soumis à la surveillance de la cour est une menace potentielle. Certains Freeblades ont disparu pour réapparaître sous des bannières plus sombres. D'autres ont été détruits discrètement, classés dans des archives scellées, leurs actes effacés de la mémoire. Mais la majorité d'entre eux restent loyaux, même s'ils n'ont plus leur place. L'Ecclésiarchie, pour sa part, a des sentiments compliqués. D'une part, les Freeblades représentent l'indépendance par rapport à un culte structuré, fonctionnant sans rituel sanctionné ni lien sacré. D'autre part, ils sont des paraboles ambulantes, des histoires de perte, de résilience et d'endurance. Des sermons entiers ont été écrits autour des actes d'une Freeblade qui s'est battue seule contre une horde de démons, son trône hurlant les voix de ses proches décédés. L'Adeptus Mechanicus maintient un respect prudent. En l'absence de maison, les rites d'entretien appropriés font souvent défaut. Les trônes ont un comportement erratique. Les interfaces centrales deviennent volatiles. Certains prêtres techniciens refusent d'entretenir les combinaisons Freeblade sans avoir un accès complet aux données de leur lignée. D'autres, cependant, sont attirés par le défi, considérant les conditions uniques du trône d'un Freeblade comme des opportunités d'étude, voire d'illumination. Le crâne et le rouage ne craignent pas le mystère. Ils le catégorisent. Malgré toute leur ambiguïté, les Freeblades sont indispensables. Dans les guerres où le commandement faiblit, ils ne le font pas. Dans les conflits où la bureaucratie étouffe l'action, ils agissent. Ce sont des chevaliers au sens propre du terme, non pas de la cour, mais de la cause. Lorsqu'on fait appel à eux, ils ne répondent pas par le protocole, mais par le mouvement, avec de l'acier. Certains reprennent du service sous de nouvelles bannières. Quelques-uns sont acceptés dans des maisons réformées où se voient accorder un maintien honorifique par des gouverneurs de planètes reconnaissants. D'autres disparaissent entre deux guerres et réapparaissent des années plus tard sans avoir vieilli, comme si le trône les avait transportés à travers le temps lui-même. Il y a des murmures, comme toujours,
Que les Freeblades qui survivent assez longtemps cessent d'être humains. Que leur trône devienne plus fort, plus obstiné. Qu'un jour, ils ne chevauchent plus la machine, mais sont chevauchés par elle. Aucun document ne le confirme, aucun sermon ne le nie. L'Imperium ne fait pas de commentaires sur de telles choses, mais le Mechanicus observe. L'Inquisition écoute. Et les gens? Les gens racontent des histoires. On parle d'un chevalier qui marche sans maître ni commandement, qui n'apparaît que lorsque tout espoir est perdu. On dit que son armure est vierge, à l'exception d'un seul symbole gravé dans la rouille. Qu'il ne parle pas, qu'il ne s'agenouille devant aucun général, que lorsqu'il se bat, le champ de bataille oublie tout sauf le son de ses pas. Il l'appelle Lothwalker. Aucune maison ne le revendique. Aucun monde de la forge n'en répertorie la série. Et pourtant, elle perdure. Parce que les chevaliers peuvent servir l'Imperium. Mais les Freeblades servent quelque chose de plus ancien. Quelque chose de plus calme. Quelque chose qui ne peut pas être commandé, mais seulement mémorisé. L'Imperium est parsemé de mondes définis par des extrêmes. Des planètes recouvertes de cendres industrielles, gelées sous des cieux intacts ou embrasées par une guerre sans fin. Certaines ne sont évoquées que dans des notes de bas de page, centres logistiques, stations de ravitaillement, zones de transit. Mais les mondes des chevaliers ne sont pas simplement mentionnés. On ne se souvient pas d'eux. Ils sont vénérés. Car là où la plupart des mondes écrivent leur histoire dans les archives, un monde des chevaliers la grave dans sa surface, dans son silence, dans les pas de ses immenses sentinelles. Parmi eux se trouve Daeros. Ce n'est pas un monde de confort. Sa croûte est fissurée par des bouleversements tectoniques. Ses cieux sont étouffés par des ceintures de tempêtes qui s'abattent sur les plateaux sans avertissement. La Terre elle-même porte les cicatrices des bombardements orbitaux, les séquelles d'invasions ratées et de duels ancestraux menés tambour battant. Mais Daeros n'est pas brisée. Elle est résolue. Et sous sa violente carapace se cache la raison de cette résolution. Sous la surface fracturée se trouvent les bastions Mechanicum, des sanctuaires souterrains de fer et de prière où sont conservés les costumes des chevaliers de la maison Argion. Ce ne sont ni des garages, ni des armureries. Les habitants les appellent pour ce qu'ils sont, des sanctuaires. Chaque voûte est tapissée de circuits gravés en filigrane dans le bronze. Les murs sont enduits d'huile sacrée. Des cerveau-skulls dérivent à l'infini dans l'air, récitant des cantiques dont on se souvient à moitié. Ici, le silence n'est pas une absence. C'est de la révérence. Au cœur de chaque chambre se trouve un seul chevalier, enterré dans la stase. Son cadre n'est pas simplement orné, il est sanctifié. Des rubans de serment s'étalent sur des plaques d'adamantine. Des parchemins de pureté scellés à la cire pendent comme de vieilles prières à moitié oubliées. Les plaques rouillées des conquêtes perdues depuis longtemps restent intactes. Ces machines ne sont pas inactives. Elles rêvent. Au-dessus des bastions s'élèvent les donjons, des forteresses de pierre et de céramite où les lignées de la maison Argion perdurent. Leur siège ancestral, le donjon des Hautes Épines, se dresse sur le plateau comme une lame en l'air, ses murs défiant le temps. Il n'est pas orné. Il n'a jamais été conçu pour l'être. Les tours sont façonnées par l'art de la guerre, pas par l'architecture. Leur beauté réside dans leur résistance. Pourtant, à l'intérieur de ces murs, la splendeur s'affirme comme un défi tranquille. Le hall de la mémoire s'étend sur le donjon intérieur. Ses sols en marbre sont incrustés de serments prononcés par des générations passées. Des statues bordent le couloir, chacune sculptée non pas dans la pierre,
mais dans une armure de chevalier en ruine. Ce ne sont pas des effigies, ce sont des échos. Derrière chacune d'elles, une flamme brûle. Ce sont les veillées éternelles, des feux allumés en l'honneur de ceux qui sont tombés au combat. Certains brûlent depuis près de 10 000 ans. La maison Argion est dirigée par le haut monarque Vératrix, une femme dont la présence l'emporte sur les maux. Son armure ne quitte jamais ses épaules, même à la cour. Dorée mais utilitaire, elle laisse visibles les cicatrices jumelles à la base de sa colonne vertébrale, témoin de son attachement au trône. Lorsqu'elle entre dans une salle, ce n'est pas la coutume qui met ses vassaux à genoux, c'est la gravité. Même le Mechanicus s'incline sans instruction. Des centaines de personnes servent dans le donjon. Les bondes serfs alimentent les moteurs sacrés par la prière et le travail. Les porteurs de chroniques prononcent la ligne à haute voix chaque matin, veillant à ce que les actes de la maison ne soient jamais perdus dans le silence. Les sacristains acolytes étudient sous les robes des prêtres techniciens chargés d'entretenir les trônes. Les crocs en épée, jeunes espoirs, polissent les armures d'entraînement avec des mains qui tremblent d'impatience. Mais aucun d'entre eux ne peut s'approcher des bastions sans raison. Ce privilège n'appartient qu'aux élus. Chaque année, lorsque le ciel s'éclaircit pour la brève saison du renouveau, le donjon rassemble ses descendants éligibles, cousins de sang noble, héritiers lointains et champions adoptifs. Ce qui suit n'est pas une célébration, c'est une épreuve. Le rite de sélection. Chaque candidat est testé, non seulement pour sa force, mais aussi pour sa pureté, génétique, spirituelle et mentale. Les confesseurs sondent leur motivation. Les prêtres techniciens examinent leur structure. Les voyants du trône, figures silencieuses aux yeux bandés par des augures d'or, écoutent les chuchotements des geistes dormants. Certains candidats sont écartés sans explication. D'autres sont jugés insuffisants et expulsés. Mais si un geist répond, s'il aspire à quelque chose, alors le rite du devenir commence. Le processus est absolu. Le rejeton est dépouillé de tous les signes distinctifs du monde. Son corps est rasé et frotté à l'huile sacrée. Sa peau est marquée par la litanie de la lignée. Il est enveloppé dans du lin et conduit pieds nus dans le bastion. Là, sous le regard d'un chevalier endormi, il s'agenouille. Le trône Mechanicum se réveille. Ce qui suit n'est pas un témoignage. Pas vraiment. Le trône teste l'essence du pilote, non pas sa loyauté, non pas ses connaissances, mais sa vérité. Il épluche l'âme, examine les failles et les fractures. La plupart d'entre eux sont pris en défaut. Ils en ressortent brisés, certains aveugles, d'autres catatoniques, d'autres encore tellement ravagés par le rejet du Geist qu'ils doivent être placés en soins permanents. Quelques-uns n'en sortent pas du tout. Mais ceux qui réussissent, ils deviennent plus que des pilotes. Ils deviennent des extensions de la machine. La liaison est un supplice. L'interface neurale pénètre la peau et l'esprit. Les anciens combattants décrivent cette expérience comme un rêve partagé avec les morts, une communion qui brûle tout en éclairant. Certains perdent connaissance, d'autres crient jusqu'à ce que leurs poumons saignent. Les plus forts restent silencieux. Lorsqu'ils se relèvent, le Geist les a acceptés. Ils ne sont plus des héritiers, ce sont des chevaliers. Pour le cycle suivant, ils sont isolés. Ce n'est pas une punition, mais une nécessité. Ils doivent accepter les voix dans leurs rêves. Ils doivent parler au Geist et comprendre ce qu'il exige. Ils ne voient pas leur famille. Ils ne parlent pas à leurs amis. Lorsqu'ils émergent, ils ne sont plus les mêmes.
La croisade de la saignée est leur première bataille. Elle est sacrée. Le jeune chevalier est affecté à une campagne impériale approuvée. Il ne combat pas seul. Des vétérans surveillent chacun de leurs mouvements, non pas pour leur efficacité, mais pour leur pureté. Ils doivent faire preuve d'honneur, de tempérance et d'obéissance à leur Geist. S'ils faiblissent, ils rentrent au pays en silence. Leur nom est retiré de la ligne. Son chevalier retourne au coffre, verrouillé et non réclamé. En temps de paix, les chevaliers restent en stase. Mais les pilotes parcourent les couloirs comme des souvenirs vivants. Chaque soir, ils descendent au bastion. Ils s'agenouillent, ils chuchotent, ils écoutent. Le lien n'est pas passif, il est perpétuel. Les fêtes sur Daïros sont marquées par des tournois de chevaliers, non pas des sports de sang, mais des concours de précision. Même les armes émoussées doivent être maniées avec l'honneur de 10 000 ancêtres qui les regardent. Les gens n'applaudissent pas la destruction, mais la grâce. Car sur ce monde, l'histoire est visible. Les enfants dessinent l'héraldique des chevaliers dans la poussière. Ils murmurent les noms des pilotes tombés au combat comme des prières à l'heure du coucher. Les légendes du pèlerin blanc, un franc-tireur autrefois de la maison Argion, sont transmises dans les recoins ombragés du donjon. La révérence commence tôt. Lorsqu'un pilote tombe à la guerre, la maison porte le deuil pendant 9 jours. Le chevalier est récupéré si possible. Sinon, une statue est érigée. Le Geist est soit accueilli dans le hall de la mémoire, soit scellé à jamais. Aucun rejeton ne peut se lier à un trône mort dans la honte. Certains trônes ne se réveillent jamais. Trop chargés, trop fracturés. Ils deviennent des objets sacrés, des reliques et non des armes. Les pèlerins viennent toucher les armures, déposer des offrandes, pleurer une force qu'ils ne possèdent pas. Voici Daïros, un monde qui se souvient non pas par des cérémonies, mais par sa présence. Naître sous le donjon des hautes épines, c'est savoir, du souffle à l'os, que sa vie appartient à quelque chose de plus vieux que soi, quelque chose qui attend dans le silence, dans l'acier. Lorsque le moment est venu, que la voûte s'ouvre et que le trône appelle, aucun mot n'est prononcé. Seuls des bruits de pas répondent. Car sur Daïros, les chevaliers ne sont pas des monuments. Ce sont des églises en métal. Et ils marchent encore. Ils ne commencent pas dans le tonnerre ou la flamme, mais dans le silence. Non pas le silence de la vénération ou de l'anticipation, mais un silence bien plus froid, plus vide. C'est le silence qui suit l'exil. Le silence qui vient après que les liens ont été brisés et que les bannières sont tombées. Un chevalier marche seul sur une chaussée, ses pas résonnent non pas de gloire, mais d'absence. Aucune héraldique ne marque sa carapace, aucun fanion ne flotte sur ses épaules. Son nom a été rayé des registres. Sa maison ne le réclame plus. Et pourtant, il marche. Ce n'est pas un renégat. Ce n'est pas un traître au sens le plus pur du terme. Il s'agit d'un franc-tireur, un chevalier non lié par la lignée, éloigné de la cour, privé de la structure de la loyauté. Un guerrier sans monde. L'impérium célèbre les maisons nobles, ces bastions de loyauté qui partent à la guerre sous des serments forgés dans le sang. Leurs noms sont inscrits dans les salles les unes après les autres, leurs lignées sont récitées lors des parades et des messes. Mais sous la grandeur se cachent des fissures. Certaines sont petites, d'autres sont assez larges pour engloutir les bannières. Et lorsqu'un chevalier faiblit,
Lorsqu'une maison ne peut plus supporter le poids de sa honte, il n'y a qu'un seul destin, l'exil. Devenir un Freeblade n'est pas un choix que la plupart des gens feraient. Ce n'est pas un chemin d'ambition, ni un chemin né de l'indépendance. C'est l'écho de quelque chose de perdu, la famille, l'allégeance, l'identité. Un chevalier peut être chassé pour lâcheté, pour insubordination, pour avoir violé des codes si anciens qu'ils sont antérieurs aux grands seigneurs eux-mêmes. Certains sont accusés de crimes qu'ils n'ont pas commis. D'autres sont punis pour des décisions qui ont sauvé des vies, mais qui ont déshonoré le protocole. Certains pilotes ont survécu à la destruction de leur maison, errant dans une armure qui porte encore le souvenir de leurs proches tombés au combat. Certains n'ont tout simplement pas pu supporter plus longtemps le fardeau de l'obéissance. Quelle que soit la cause, le résultat est toujours le même. Le lien avec la maison et l'héritage est rompu. Le chevalier part seul. Sur de nombreux mondes de chevaliers, l'exil est un rituel. Le condamné est dépouillé de tous ses symboles, bannières arrachées, écussons enlevés, serments annulés lors d'une procession solennelle. Un nouveau nom est choisi, souvent dur, jamais familier. Le pilote franchit la porte du chagrin et ne revient pas. Ailleurs, le processus est rapide et cruel. Certains donjons refusent la cérémonie. Les portes des voûtes sont barrées. Des coups de feu d'avertissement sont tirés au moment du départ du chevalier. Quelques-uns demandent même la désactivation du mécanisme du trône, bien que les prêtres techniciens s'y plient rarement. Malgré toute son orthodoxie, le Mechanicus comprend le caractère sacré du trône. Et une fois que le lien est établi, il n'est pas facile de le défaire. Le Freeblade émerge, non réclamé, non exprimé, et totalement seul. Les armures sont repeintes. Les couleurs personnelles remplacent les étendards héraldiques. Rouge pour le sang versé, le noir pour la lignée perdue, la rouille et l'argent pour la mémoire non enterrée. Chaque sigil est unique, une écriture personnelle sur le fer. L'ancien n'est pas simplement jeté, il est écrasé. Certains francs-tireurs gravent des symboles de défi, d'autres de deuil. Beaucoup cachent leur passé sous une iconographie élaborée. Quelques-uns conservent des traces, des blasons rayés, brûlés mais non effacés. Ils ne parlent pas de ce qui fut. Mais le trône se souvient. Les Freeblades ne sont pas les bienvenus dans la plupart des tribunaux. Ils sont tolérés, parfois craints, parfois utilisés, mais rarement accueillis. Et pourtant, l'Imperium a besoin d'eux. Un chevalier, même chassé, reste une force de dévastation. Dans une galaxie en proie à une guerre incessante, une lance de plus peut faire basculer le cours des choses. Les scribes de l'administratum peuvent grimacer. Les généraux peuvent hésiter. Mais lorsque le vide s'obscurcit et que les Xénos descendent, un chevalier seul vaut mieux qu'aucun. Ils apparaissent sans crier gare. Aucune fanfare n'annonce leur venue. Il n'y a pas de procession, pas de rite de bienvenue. Un cogitateur s'allume. Un signal grésille dans le vox. Quelque chose d'énorme sort de la tempête. Elle ne s'exprime pas avec suffisance. Elle ne demande pas la permission. Elle transmet simplement « Freeblade ». Pas de maison, pas de chaîne, serment de victoire. Engagez-vous. La réponse est presque toujours oui. Certains offrent leur force en échange de pièces de monnaie. D'autres servent par devoir, même s'ils ne sont pas reconnus. Quelques-uns poursuivent des vendettas personnels à travers les étoiles, rendant une justice qui n'est plus sanctionnée. Mais tous, quelle que soit leur raison, se battent avec une clarté née de la solitude.
Ils ne cherchent pas l'approbation. Ils cherchent à résoudre leurs problèmes. L'Astra Militarum considère les Freeblades avec admiration. Pour le garde moyen, un chevalier est déjà un demi-dieu. Un chevalier sans allégeance, qui ne répond qu'à son pilote et à son Geist, c'est autre chose. Les histoires se répandent comme une traînée de poudre. Les histoires du chevalier qui a protégé un régiment mourant pendant 3 jours sur le monde de la mort de Baraban Secundus, du guerrier qui a marché dans les rivières acides de Mordia pour récupérer des blessés, du géant d'acier qui s'est battu aux côtés des Cadiens pendant les dernières heures de Vaxanide, puis qui a disparu avant l'aube. Les Space Marines considèrent les Freeblades avec plus de prudence. L'Adeptus Astartes repose sur la structure, la discipline et le sens du devoir. Les Freeblades représentent une déviation. Mais au sein des chapitres qui privilégient l'honneur et les prouesses martiales, le respect est de mise. Les Templiers Noirs ont enregistré des croisades menées aux côtés d'un Freeblade, connu seulement sous le nom de Haine Vigilante. Les White Scars se souviennent d'un chevalier qui a traversé 3 continents de bataille, ne laissant que poussière et sang dans son sillage. Les Blood Angels parlent encore de Thorns in Gold, un chevalier dont l'armure portait des roses après chaque bataille gagnée. Tous les Freeblades ne restent pas loyaux. Certains vont trop loin, se perdent dans leur propre exil. Certains disparaissent dans le vide. D'autres tombent complètement, séduits par le warp, leur trône souillé, leur geist corrompu. Dans l'œil de la terreur, des lames libres errent. Des chevaliers qui ne sont plus liés qu'aux caprices hurlants des démons. On les appelle les lames brisées, et elles sont redoutées. Non seulement pour leur puissance, mais aussi parce qu'elles se souviennent de ce qu'elles étaient autrefois. Le Mechanicus les traque tous. Le trône Mechanicum est trop sacré pour être perdu. Les registres de données sont conservés. Les prêtres techniciens étudient les modèles, les comportements, les anomalies. Certains assignent des assistants pour suivre le Freeblade, enregistrer les rites et maintenir un minimum de sainteté. D'autres les considèrent avec un respect tranquille. Un chevalier qui marche sans tradition, sans rituel, sans surveillance, et qui reste pur est un miracle, une hérésie de dévotion. Les Freeblades parlent rarement de leur chute, mais des traces subsistent. Une litanie s'arrête à la place d'un nom, une inclinaison réflexe vers un chef qui n'est plus là, des crochets d'armure conçus pour des bannières aujourd'hui dénudées. La mémoire s'attarde, la douleur perdure. Et pourtant, il y a des exceptions. Un Freeblade peut, rarement, être adopté par une nouvelle maison. Le Geist doit accepter. Le pilote doit prêter serment à nouveau. Le passé doit être enterré, mais jamais vraiment oublié. Mais une telle rédemption est l'exception, pas la règle. Le plus souvent, un Freeblade devient une légende à part entière. Ils choisissent des noms qu'aucun scribe ne leur a donnés. Ils écrivent leurs histoires dans les cratères et les points d'appui effondrés. Leur héritage ne réside pas dans la ligne, mais dans les vies sauvées, les ennemis tués et le silence qu'ils endurent. Lorsqu'un Freeblade tombe, il n'y a pas de rite officiel. Aucune salle de mémoire n'enregistre leur décès. Mais parfois, un gardien place un jeton sur le lieu de l'explosion. Un prêtre murmure une bénédiction pour une âme non réclamée. Un enfant dessine leur symbole dans la poussière. Et le Geist, quelque part dans les vestiges brisés du trône, s'agite. Parce que même en exil, un chevalier se souvient. Même sans maison, il marche encore. Et cela suffit. La ville est brisée. Ses tours sont éparpillées comme des dents dans la plaine jonchée de décombres. L'air est chargé de fumée et de décharges laser,
ponctuée par la percussion brute des tirs de DCA qui fendent le ciel. Dans ce chaos, le vox chatter faiblit, les voix craquent et tournent en boucle dans l'électricité statique. Les ordres se brouillent, la cohésion se dissout, puis vient le tremblement, lent, rythmé, absolu. Au milieu des pierres et des flammes, une silhouette vêtue d'acier noir comme le vide s'avance. Son héraldique est vide, les montures de ses bannières sont nues, aucun écusson n'orne sa carapace, aucun nom de maison n'est prononcé. Mais la machine s'avance avec intention, délibérée, mesurée, sans relâche. Il s'agit d'une lame libre. Elle ne marche pas avec des alliés. Elle ne suit pas de hiérarchie de commandement. Elle n'est pas convoquée par des chaînes formelles de réquisition ou de serments hérités. Il apparaît simplement, sans invitation et sans conteste. Pour comprendre l'audace d'une telle présence, il faut saisir ce qui lui manque. L'armure d'un chevalier est plus qu'un blindage et une puissance de feu. C'est un nœud dans un réseau de soutien logistique, spirituel et mécanique. Les maisons conservent des coffres entiers remplis de pièces de rechange. Les sacristains effectuent des réparations régulières. Les prêtres techniciens procèdent à des rites de purification. Les confesseurs protègent l'esprit du pilote contre la corruption. Les porteurs de chroniques documentent les victoires, les échecs et tout ce qui se passe entre les deux. Privé de cette base, un chevalier est exposé à la pourriture de la galaxie. Les exigences de la guerre, l'usure des voyages, le simple poids psychologique de la Géorgie, tout conspire à défaire ce qui était autrefois indomptable. Et pourtant, les Freeblades perdurent. Ils ne s'adaptent pas par confort. Ils s'adaptent par nécessité. Sans donjons, ils créent des sanctuaires dans le vide, des bunkers de fortune, des avant-postes abandonnés, les vestiges de zones de guerre mortes. Ces voûtes ne sont pas bénies, mais elles sont fonctionnelles. En leur sein, le franc-tireur devient son propre sacristain, sa propre inquisitrice. Il soude des armures de fortune à partir de plaques récupérées. Il chante des litanies à moitié mémorisées pour purger les données corrompues. Ils se synchronisent avec le trône, lui permettant de guider leurs réflexes par la mémoire plutôt que manuellement. Peu sont formés pour cela. Mais le trône se souvient. Le Geist aide. Certains francs-tireurs en attirent d'autres dans leur orbite. Des sacristains grenus exilés pour hérésie, des serfs mercenaires en quête de rédemption, des prêtres techniciens convaincus que le lien entre l'homme et la machine transcende la lignée. Ces petites troupes fonctionnent sans hiérarchie formelle. Elles n'appartiennent pas à une maison. Ils appartiennent aux chevaliers. Ils ne servent pas par obligation, mais par conviction. En la machine. Au pilote. En ce qui marche encore. Ils deviennent, par essence, une maison de l'ombre, une cour sans mur, une procession d'oubliés suivant quelque chose de trop têtu pour mourir. Lorsqu'un conflit éclate, les Freeblades ne sont pas demandés, ils sont espérés. Au début d'un siège ou d'une croisade, le haut commandement transmet un simple appel, empreint d'urgence et de foi plus que de formalité. Le message est toujours le même. Ceux qui marchent sans nom, venez. Votre honneur a peut-être disparu, mais vos armes comptent toujours. Et parfois, le chevalier répond. Pas de demande de validation, pas de formulaire à signer, pas de lignée à retracer. Juste le bruit de pieds adamantins frappant le sol. Aucun héros n'annonce l'arrivée. Aucun écuyer ne porte la bannière de la maison.
Le chevalier entre en formation sans ordre. Il ne parle pas, sauf si c'est nécessaire. Il n'explique rien. Il choisit simplement l'endroit où se battre. Les officiers tacticiens impériaux disposent d'une doctrine complète sur le traitement des Free Blades. Ne donnez pas d'ordre direct. Ne remettez pas en question leur lignée. N'assignez pas d'unité d'escorte, à moins qu'on ne vous le demande expressément. Laissez le chevalier choisir son propre champ d'action. L'Imperium a douloureusement appris que l'offensive les fait fuir. Les faux pas coûtent plus qu'un allié. Ils risquent l'inimitié. La vérité est simple. Un Freeblade n'est jamais redevable à qui que ce soit. Il s'engage dans la bataille selon ses propres termes. S'il est insulté, il s'en va. S'il est trahi, il n'oublie pas. Et s'il choisit de rester, il le fait pour des raisons qu'aucun général ne comprendra jamais. Leurs armures reflètent cette histoire. Contrairement aux armures impeccables et polies des maisons de chevaliers, la plaque de guerre d'un Freeblade a vécu, échaudée, entaillée, reconstruite encore et encore. La symétrie a disparu depuis longtemps. L'un des poldrons peut appartenir à un camarade tombé au combat. L'armure de jambe peut porter la forme d'un meurtre Xénos. Le casque peut être d'origine ou remplacé par quelque chose de récupéré, balafré et inachevé. Leurs marques sont personnelles. Leur héraldique est un langage qui ne s'adresse qu'à eux-mêmes. Pour le simple soldat, ce sont des mythes sur deux jambes. Leurs mouvements manquent de cérémonie mais pas de précision. Leur présence est immédiate, ressentie autant que vue. La façon dont la machine se déplace à mi-parcours, la façon dont elle tourne la tête, comme si elle entendait des choses que personne d'autre ne peut entendre. Ils rayonnent d'intention, et lorsqu'ils se battent, ils le font sans retenue. Pour certains, cette liberté conduit au détachement. Il y a des Freeblades qui se battent sans jamais s'engager dans la camaraderie. Ils apparaissent au début d'une campagne et disparaissent dès que le vent tourne. Ce sont les pèlerins de fer. Ils ne répondent qu'à eux-mêmes, suivant des instincts nés du trône lui-même. Certains prétendent que le Geist chuchote les batailles à venir. D'autres suggèrent que c'est le chevalier, et non le pilote, qui décide de la direction à prendre. Quelle que soit la vérité, ces Freeblades ne suivent aucune carte. D'autres se battent de manière répétée dans les mêmes campagnes. Leur présence devient routinière. Les régiments qu'ils protègent leur donnent des noms, des épithètes plus que des titres. Sur Ixia Prime, un chevalier a défendu seul un repli et a été surnommé le régiment du chevalier unique. Sur Tarasca, une machine couverte de rouille est restée au sommet du mur extérieur pendant 3 nuits, ses barils fondant à force d'être utilisés. On l'appelait Old Blood Rust. Personne ne sait où vont ces chevaliers entre les guerres. Certains pensent qu'ils dorment sous terre. D'autres pensent qu'ils ne cessent de se déplacer. L'entretien est perpétuel. En l'absence de maison pour effectuer les rituels ou les diagnostics, les Freeblades doivent apprendre les rites eux-mêmes. Certains trônes développent une étrange intelligence, émettant des messages liturgiques, offrant des conseils par le biais de voix anciennes. Les systèmes s'usent, les souvenirs s'en mêlent. Dans certains cas, le chevalier commence à dériver, non pas en termes de localisation, mais en termes de santé mentale. Les symptômes varient, les armures tremblent au repos, les armes refusent de tirer sans invocation. Le Geist se manifeste trop fortement, provoquant des hallucinations ou de violents états de fugue. Le Mechanicus appelle cela la dégradation de l'anima. Les maisons parlent de folie, mais pour le Freeblade, c'est simplement le prix à payer pour s'être trop éloigné de la ligne. Et pourtant, certains continuent malgré tout. Il existe des témoignages de chevaliers
qui se sont battus même après un effondrement mental. L'un d'entre eux a marché sans communication pendant 3 campagnes, guidé uniquement par le mouvement. Un autre a attaqué des forteresses Xéno sans modèle, mais avec un timing parfait. Personne ne sait si les pilotes ont survécu ou si les trônes ont continué seuls. L'Imperium autorise ce chaos parce qu'il fonctionne. Les Freeblades ont sauvé des mondes, brisé des sièges, tenu des lignes que personne d'autre n'aurait pu tenir. Ils ne sont pas loyaux, mais ils sont fiables quand ils choisissent de l'être. La galaxie les observe donc en silence, pas avec révérence, pas avec confort, mais avec prudence et crainte. Parce qu'un Freeblade marche comme une question faite d'acier. Que reste-t-il après l'exil, après la rupture de l'honneur, après la disparition du nom? La réponse est simple. Le chevalier marche encore. Le lien commence dans l'immobilité. Pas le calme de la révérence ni l'anticipation avant la bataille, mais le silence de quelque chose qui s'éveille. Un silence chargé de tension, comme si la machine respirait pour la première fois depuis des siècles, mais qu'elle ne respirait que des souvenirs. Au moment où un pilote prend place sur le trône Mechanicum, lorsque les conduits neuronaux s'activent et que le Geist sort de sa profonde dormance, la première sensation est le silence. Pas l'absence, pas la paix, mais un silence lourd du poids d'une compagnie invisible. Puis viennent les voix. Ils ne crient pas, ils ne sont pas écrasants. Ils arrivent comme des échos, familiers, bien qu'étrangers. Des murmures de noms jamais prononcés à voix haute. Des sentiments qui ne sont pas les nôtres. Des images inattendues, des impressions qui se superposent à la pensée éveillée. Il ne s'agit pas d'hallucinations au sens médical du terme. Ce sont des résidus. Le Geist, ancien et fracturé, porte en lui les restes stratifiés de chaque pilote qui s'est agenouillé devant lui. Au sein des maisons nobles, ce phénomène est géré par des siècles de rituels et de structures. Les pilotes sont préparés au chuchotement du Geist. Les confesseurs les interprètent. Les chroniqueurs répertorient les visions. Les prêtres techniciens cartographient les réactions psychiques. La lignée encadre ces moments de résonance transgénérationnelle comme un héritage sacré. Les voix sont adoucies, contextualisées, rendues gérables. Mais pour un Freeblade, il n'y a pas de tampon. Il n'y a que le pilote, la machine et l'écho. Chaque Geist est un collage de fragments de mémoire, un dépôt de siècles condensé en une identité composite. Ce n'est pas une âme, ce n'est pas un esprit au sens classique du terme, mais il apprend, il se souvient, il imite. Le Geist ne se contente pas de rejouer des pensées, il réagit, il interprète, et avec le temps, il commence à parler d'une voix qui lui est propre. Certains Freeblades en viennent à connaître intimement cette présence. Ils désignent leur trône non pas par leur modèle ou leur classe de chevalier, mais par leur nom, des noms tirés de chuchotements dans le cockpit, des noms prononcés dans des rêves qui ressemblent à des réminiscences. Le pilote n'a peut-être jamais entendu la voix auparavant, mais elle sonne comme une familiarité. L'un d'eux parle d'Almaris, qui désapprouve les frappes imprudentes. Un autre mentionne le croisé, qui tremble pendant les voyages en distorsion et résiste à la vengeance. D'autres parlent à leur trône comme à un frère ou une sœur, à un amant ou à un fantôme qui n'est jamais vraiment parti. Pour les personnes extérieures, cela ressemble à de la folie, un sous-produit de l'isolement. Mais pour le Freeblade, c'est la vérité. Le Geist n'est pas une métaphore, c'est un compagnon. Parfois,
il est geôlier. Toujours, il est témoin. Dans les premiers jours de la vie du Freeblade, le lien peut sembler gérable. Les chuchotements sont des bruits de fond qui guident quand c'est nécessaire et qui sont silencieux dans le cas contraire. Mais le stress change tout. Le combat approfondit la résonance. Chaque blessure à l'armure tire un souvenir du Geist. Le manque de sommeil amplifie les signaux émotionnels. La présence de la distorsion, même si elle est ressentie de loin, peut réveiller des échos ancestraux qui sont restés longtemps endormis. Au fur et à mesure que la pression monte, la frontière entre le Geist et le pilote commence à s'estomper. Ce qui commence par une conversation devient une communion. De nombreux francs-tireurs adoptent des rituels qui ne figurent pas dans la doctrine de la maison. Ils chantent des serments qu'ils sont les seuls à connaître. Ils refusent d'équiper leurs chevaliers sans avoir accompli des rites personnels. Allumer de l'encens, graver des symboles sur l'acier du cockpit, murmurer des noms dans le cogitateur. Ce ne sont pas des superstitions, ce sont des protections, des efforts pour maintenir l'équilibre. Un langage élaboré entre le pilote et la machine pour garder l'identité intacte. Mais même cet équilibre peut vaciller. Il y a des Freeblades qui ne parlent plus dans le présent. Leur voix glisse vers des dialectes archaïques. Ils racontent des batailles qu'ils n'ont jamais livrées, évoquent des camarades morts depuis longtemps. Certains changent complètement de comportement, adoptant les habitudes de pilotes morts des siècles auparavant. Un cas connu, archivé par le Mechanicus sous le nom de Unseen Blade, s'exprimait dans une langue hybride entre le binaire et le vieux gothique, une langue disparue depuis les guerres d'unification. Il se battait avec une précision terrifiante. Il souriait à ses camarades hallucinés. Et il est mort en pensant avoir servi l'empereur à l'aube de l'Imperium. Les prêtres de la technologie ont un terme pour décrire ce déclin, le syndrome de saturation du Geist. Ils le documentent par phases croissantes. Il y a d'abord les manifestations légères, saignement auditif, amélioration des réflexes guidés par un instinct oublié. Puis, la fusion. Le pilote commence à s'identifier à des vies antérieures, se référant à des personnages morts depuis longtemps comme s'il s'agissait d'eux-mêmes. Vient ensuite la divergence, lorsque le chevalier commence à agir sans commandement conscient. Et enfin, l'ascendance. C'est le moment où le trône et le Geist fonctionnent de manière autonome. Le pilote ne donne plus d'ordre. Il assiste simplement au mouvement de la machine. Certains parlent de communion spirituelle, d'autres, l'érosion psychique. Mais tous s'accordent à dire qu'une fois que le Geist a pris le contrôle, ce qu'il reste du pilote est incertain. Les trônes ne sont pas démoniaques. Ce ne sont pas des entités liées à la distorsion au sens traditionnel du terme. Mais ils ne sont pas non plus mécaniques comme le Mechanicum le souhaiterait. Leur nature psychique résiste à une dissection complète. Les théories abondent. Certains prétendent qu'il s'agit d'amplificateurs psychiques de bas niveau, en résonance avec les émotions humaines. D'autres pensent qu'ils puisent dans la mémoire ancestrale par le biais d'un analogue de distorsion légale. Quelques-uns murmurent une hérésie. L'héritage génétique de l'empereur aurait façonné les trônes indirectement. Sa volonté se serait imprimée dans les premiers systèmes. Quelle qu'en soit la cause, les trônes n'oublient pas. Certains Freeblades prétendent voir des moments avant qu'ils ne se produisent, des éclairs de l'avenir, des avertissements teintés d'effroi. Une sensation de guet-apens, une douleur fantôme avant que l'armure ne soit frappée, une odeur d'ozone avant l'explosion d'un réacteur. Certaines de ces visions sauvent des vies, d'autres non. Mais lorsqu'elles se produisent,
le pilote sait qu'elles ne sont pas les siennes. Ce sont celles du Geist. L'ecclésiologie reste déchirée. Certains prêtres exaltent les trônes comme des réceptacles de la volonté de l'empereur, des vecteurs de la foi héritée. D'autres les craignent, car ils sont trop proches du culte des reliques, trop indépendants par nature. De nombreuses cathédrales refusent l'entrée des Freeblades, mais parmi les fidèles, ils restent magnétiques. Les pèlerins affluent sur les champs de bataille juste pour en voir passer un. Des familles donnent à leurs enfants le nom du chevalier qu'ils ont aperçu l'espace d'un instant lors d'une retraite. Certains prétendent même rêver du Geist, des visions de feu, de serment et de silence. Pour ces gens, le Freeblade est un saint sans sermon. Mais toutes les histoires ne se terminent pas en paix. Il y a des Freeblades dont les voix ne s'arrêtent jamais, dont les esprits s'effondrent sous le poids de leurs propres échos. Ce sont les chevaliers gémissants. Poussés par une rage ancestrale, ils perdent toute notion de temps et d'amitié. Ils se battent contre des fantômes, ils voient leurs ennemis dans leurs alliés, et ils ne s'arrêtent pas. Certains se déchaînent jusqu'à ce que leurs réacteurs tombent en panne. D'autres doivent être abattus par une frappe orbitale. Le Mechanicus a des protocoles de récupération. Toujours donner la priorité au trône. Toujours récupérer le Geist. Même dans la folie, la mémoire est sacrée. Pourtant, certains en reviennent. Ils subissent un long isolement. Pas de voix, pas de lumière, seulement le bourdonnement de la machine. Ils se purifient par le jeûne, la méditation et la communion. Lorsqu'ils émergent, ils sont changés, silencieux, contrôlés, concentrés non pas sur la gloire, mais sur la fonction. Ce sont les lames silencieuses. Elles ne parlent pas de ce qu'elles ont vu. Leurs cockpits sont couverts de serments gravés, peints, ensanglantés. Non pas pour se souvenir, mais pour contenir. Parce que le Geist ne part jamais. Dans les maisons des chevaliers, la mémoire est conservée, filtrée par la lignée. Pour le Freeblade, la mémoire est brute, immédiate. Une marée qui monte sans crier gare et qu'il faut endurer. Rouler seul, c'est marcher sur la ligne de démarcation entre présence et possession. C'est se demander, à chaque fois que le réacteur ronronne, qui l'on est aujourd'hui, et de continuer à marcher. Car même si le pilote oublie, le chevalier s'en souvient encore. L'impérium ne se nourrit pas de la foi. Il survit grâce à l'application de la loi. La confiance n'est qu'un pis-aller, un handicap déguisé en vertu. Le grand édifice de la domination de l'humanité n'est pas construit sur la foi en l'individu, mais sur des structures qui rendent l'individu inutile. La conformité est valorisée. La hiérarchie est sacrée. La certitude est la loi. Chaque soldat est comptabilisé. Chaque ressource est répertoriée. Chaque serment est archivé et renforcé par une doctrine plus ancienne que la mémoire. Et puis, il y a les Freeblades. Un chevalier qui marche sans maison, sans cour, sans les liens contraignants de l'attente féodale, est plus qu'irrégulier. C'est un paradoxe. Dans un régime où le contrôle est synonyme de survie, un Freeblade est un titan non réglementé, un moteur de guerre qui ne répond qu'à sa propre voix. Même leur désignation reflète ce malaise. Au sein de la vaste bureaucratie des hauts seigneurs, les Freeblades ne sont étiquetés que comme des agents impériaux autonomes, chevaliers désignés. Ce n'est pas un titre. Il s'agit d'un accommodement. Leurs victoires sont rarement chantées. Leurs bannières ne sont pas accrochées dans les cathédrales. Leurs noms, s'ils sont connus, sont enfouis dans des marginalia et des notes de bas de page, souvent expurgées, souvent scellées.
peu importe le nombre de sièges qu'il brise ou le nombre de mondes qu'il sauve, les Freeblade restent une exception. Car aux yeux de l'Imperium, la loyauté n'est jamais acquise, surtout de la part de ceux qui ne jurent plus fidélité. Pour l'Adeptus Mechanicus, le Freeblade est quelque chose de plus complexe. Pour les prêtres martiens, le trône Mechanicum n'est pas qu'une simple machine, c'est un objet sacré, un fragment du divin. Chaque Geist doit être surveillé, chaque communion enregistrée. Les rites de fonctionnement sont sacrés. Un chevalier sans surveillance n'est pas simplement absent du registre, c'est un sacrilège en mouvement. Pourtant, même au sein du Mechanicus, les points de vue divergent. Certains prêtres techniciens considèrent les Freeblades avec admiration. Ils les suivent de bataille en bataille, non par devoir mais par fascination. Ils murmurent des liturgies en binarique à des trônes qui ne répondent pas. Ils offrent un entretien non demandé, posant les mains sur les coques comme des suppliants devant une idole. Pour ces mages, le Freeblade est la preuve de quelque chose de transcendant. Un chevalier qui marche non pas par commandement ou par croyance, mais par volonté. Un nouveau concept théologique est né de cette vénération. L'autonomachina divina. La machine autonome divine. Une hérésie à tout point de vue, mais une croyance de plus en plus répandue parmi les sectes radicales du Mechanicus. Ils affirment que le Geist a évolué, que le trône n'a plus besoin de chair pour agir, qu'un jour, peut-être bientôt, il pourra marcher seul. D'autres membres du culte Mechanicus ne voient que le danger. Pour eux, le Freeblade est un dysfonctionnement du code sacré. Un chevalier sans attache est une machine à la dérive de l'algorithme divin. Certains mondes forgés leur refusent catégoriquement l'entrée. D'autres n'autorisent l'accès qu'en cas de confinement extrême, bobine de plasma amorcée, formation de Skitarii préparée. Le problème n'est pas hypothétique. Un Freeblade dont le Geist se souvient de la mauvaise guerre, du mauvais serment, de la mauvaise trahison, pourrait dévaster une ville avant d'être arrêté. Et même si ce n'est pas le cas, la présence même d'un trône non approuvé menace l'illusion de contrôle que le Mechanicus chérit. L'Inquisition, comme on peut s'y attendre, ne prend aucun risque. Les Freeblades sont catalogués, suivis et surveillés. Leurs mouvements sont tracés avec les fluctuations de la distorsion. Leur proximité avec des Psykers non enregistrés est notée. Les changements de comportement, même mineurs, déclenchent des examens internes. Si la livrée d'un Freeblade change sans raison, si la modulation de sa voix change, s'il commence à parler des langues inconnues, les drapeaux sont levés. S'il est vu en train de fréquenter des Xénos, d'abriter des agents malhonnêtes ou de montrer des signes de déviation psychique, il n'y a pas de tribunal. Il n'y a pas de question à se poser. Un ordre de mise à mort est émis. Pas comme une punition, pas comme un jugement, mais comme prévention. Le Freeblade n'apprend jamais qu'il est chassé, mais seulement qu'un fusil l'attend quelque part, au cas où il ne parviendrait pas à rester utile. Certains Freeblades savent qu'ils sont observés. Ils marquent leur armure de mots que l'Imperium ne peut ignorer. Des phrases gravées en gothique sur des plaques rouillées. « Je sers, même si je n'y suis pas invité. Vous me craignez parce que je me souviens. Cette lame est déchaînée. » Ils n'offrent aucune explication, pas de démenti, et surtout pas d'excuse. D'autres se taisent, parce que reconnaître les observateurs, c'est valider leur pouvoir. Pour l'ecclésiarchie, le Freeblade est un affront enveloppé de mystère. Un chevalier est censé symboliser l'impérium manifesté, un saint vivant d'acier et de feu, marchant au nom de l'empereur. Mais un chevalier qui marche seul,
sans donjon, sans bénédiction de la cathédrale, sans canonisation. C'est une théologie dangereuse. Certains cardinaux refusent de reconnaître l'implication des Freeblades dans les batailles sanctionnées. Aucune statue n'est élevée. Aucun sanctuaire n'est allumé. Il n'y a pas de sainteté dans ce qui n'a pas de nom, déclare-t-il. Mais d'autres, en particulier dans les systèmes extérieurs, voient les Freeblades différemment. Ils les appellent des martyrs en mouvement. La preuve vivante que la foi peut survivre au-delà des dogmes. Des pèlerins suivent les rumeurs de leur arrivée. Les civils se rassemblent sur les champs de bataille des jours après la fin des combats, juste pour toucher les traces laissées dans le sol. Pour ces personnes, le Freeblade n'est pas un exil, c'est un miracle. Même la Collegia Titanica, dont les machines-dieux éclipsent les chevaliers en termes de puissance et d'échelle, s'en aperçoit. Les Titans ont des dizaines de membres d'équipage. Leurs opérations sont un orchestre de rites mechanicus et de chants de guerre. Mais le Freeblade se déplace seul. Pas de moderati, pas d'équipe de commandement, pas de cœur de réacteur. Juste le pilote et le trône, et le Geist entre les deux. Sur Graia, lorsqu'un Freeblade a rejoint un bataillon de Titans pour récupérer un manufactorum tombé au combat, le princeps n'a pas parlé aux chevaliers. Il a simplement ordonné que les bannières soient inclinées en guise de salut. Certaines choses parlent d'elles-mêmes. Pour les soldats de l'Astra Militarum, il n'y a pas de débat. Les Freeblades ne sont pas des anomalies. Ils sont le salut. Lorsque les lignes se déforment, que les officiers hurlent et que l'horizon s'embrase, personne ne demande de serment ou d'ascendance. Il pose une seule question. Serez-vous à nos côtés? Et le Freeblade répond, sans fanfare, sans commandement. Elle répond en mouvement, par la flamme, en silence. Toutes les réactions ne sont pas reconnaissantes. Certains commandants tentent d'affirmer leur contrôle. Ils ordonnent, ils dirigent. Et quand le Freeblade part, ils sont laissés stupéfaits. Parce qu'un Freeblade ne suit pas, il se joint à eux, et seulement lorsqu'il est autorisé à choisir. Mais lorsque le besoin est grand et que les feux s'intensifient, personne ne se préoccupe de savoir d'où vient le chevalier. Tout ce qui compte, c'est qu'ils viennent. Elle perdure parce que l'impérium le doit, parce que peu importe l'enchevêtrement des dogmes, la rigidité de la hiérarchie, il y a des fissures trop profondes pour que l'aide sanctionnée puisse les atteindre. Et lorsque le dernier mur se brise et que l'espoir n'est plus qu'un murmure, parfois, à travers un champ de mort, une ombre se déplace. Une ombre qui se dresse, cicatrice, sans nom. Et les soldats murmurent « Freeblade ». Ce n'est pas une réponse, comme une prière, car si l'impérium craint ce qu'il ne peut enchaîner, il vénère ce qui survit au mépris de l'extinction. Le Freeblade ne fait pas partie de la chaîne, mais cela fait partie du rêve. Ce n'est pas un rêve d'empire, de gloire ou d'ordre, mais le rêve que même aujourd'hui, même ici, quelqu'un choisisse encore de se tenir debout. Il y a un silence qui suit la guerre, pas la paix. La paix n'a pas sa place dans l'impérium, seulement l'absence de cris, l'espace entre les explosions, une accalmie si brève qu'on pourrait la confondre avec le calme. La fumée plane dans l'air comme un voile de mémoire, et le vent ne porte rien d'autre que de la suie et de l'électricité statique. Dans ce silence, un seul chevalier marche. Sa coque est brûlée. Le blindage d'adamantine est fissuré et noir de carbone. L'héraldique qu'il portait autrefois a disparu. Aucune bannière ne flotte sur ses poldrons.
Aucun blason ne brille sur sa poitrine, mais il bouge. Un pas, puis un autre, lentement, avec constance, avec le poids de quelque chose de plus ancien que les ordres ou les objectifs. C'est la fin de la bataille, mais pas la fin de la route. Aucune trompette ne sonne sa disparition. Aucune balise vocale ne salue son retour. Aucun scribe ne marque ses pas dans les tomes officiels. Il ne s'attarde pas. Il ne parle pas. Il se tourne simplement vers les étoiles, vers la poussière, vers tout ce qui reste, et s'en va. Aucune destination n'est donnée. Aucun ordre n'est reçu. Seulement le mouvement et la mémoire. Pour le Freeblade, la guerre n'a jamais été une question de conquête, ni même la victoire. Il s'agissait de maintenir quelque chose lorsque tout le reste s'effondrait. Et lorsque ce but s'estompe, lorsque le champ de bataille se calme et qu'il ne reste plus personne pour en témoigner, le Freeblade continue d'avancer. Pas vers la gloire, mais vers la continuité. Dans l'Imperium, où même les saints sont oubliés, l'acte le plus sacré est parfois d'endurer. Il est rare de voir la fin du voyage d'un Freeblade. Certains tombent au combat, fauchés par le plasma des traîtres ou les lames des Xénos. D'autres disparaissent entre deux campagnes, sans jamais répondre au prochain appel à l'aide. Quelques-uns atteignent des endroits que même les étoiles ne nomment pas et s'arrêtent tout simplement. Il y a des histoires de pilotes qui ont éteint leurs réacteurs de l'intérieur, scellant leur trône avec des rites finaux. Ils ne crient pas, ils ne laissent pas de message. Ils restent assis dans l'obscurité, l'armure se refroidissant autour d'eux. Aucun signal, pas de cri, seulement le silence. Et même là, le Geist s'agite doucement, pas dans la douleur, en souvenir. Parce que la route n'a jamais été une question d'arrivée. Il s'agissait de porter le fardeau. Les pilotes de Freeblade n'écrivent pas de mémoire. Leurs vérités ne sont pas écrites sur des parchemins ou des dataslates. Leur héritage est gravé dans le trône lui-même, des impressions neurales stockées au plus profond de son réseau psychique, des fragments de pensée préservés dans des schémas trop complexes pour une transcription brute. Certains sont décryptés par le Mechanicus, filtrés par l'interface rituelle et l'analyse du moteur logique. Quelques-uns sont traduits. La plupart ne sont jamais revus. Mais parfois, une phrase fait surface. Un aperçu. J'étais le dernier de ma maison. J'ai marché pour que le nom ne meure pas en criant. Il me parle encore. Le Geist, mon père, mon fils, je ne sais pas lequel, mais j'écoute. Il me craignait parce que je ne m'agenouillais pas, mais je me suis agenouillé, mais pas devant eux. Les étoiles ne se souviennent pas, mais mon trône s'en souvient. Et cela suffit. Il n'y a pas de grand mausolée pour les Freeblades, pas de procession, pas de sanctuaire de reliques, pas de procession de la fête des saints portant leur nom, mais parfois, quelque chose persiste. Un garde rassemble les lasguns de ses camarades tombés au combat et en fait un caire. Un enfant, dans les cendres d'une ville détruite, dessine la forme du chevalier qu'il a vu, une seule fois, s'interposer entre sa famille et un ab-bloc en train de s'effondrer. Une milice planétaire peint un glyphe étrange sur ses chars, sans en comprendre la signification, sachant seulement qu'il se trouvait sur l'épaule du guerrier qui les a sauvés. Ce ne sont pas des monuments, ce sont des traces, des ombres. Mais les ombres persistent. Le Mechanicus, toujours méthodique, arrive parfois par la suite. Les serviteurs chargés de la récupération se rendent sur les champs de bataille où un chevalier a été vu pour la dernière fois. S'ils le trouvent, intact ou brisé,
Ils extraient le mécanicum du trône. Le noyau d'anima est étudié. Les résidus psychiques sont analysés, archivés, interprétés à travers la lentille froide de la pensée binarique. Mais tous les prêtres techniciens ne traitent pas le processus de manière clinique. Certains écoutent. Dans le bourdonnement silencieux d'un réacteur en cours de refroidissement, dans le doux crépitement de l'énergie résiduelle qui se répand dans l'air, ils l'entendent, un murmure, pas des mots, pas des ordres, mais un sentiment, une familiarité, un écho, un nom à moitié formé, un lieu détruit depuis longtemps, une guerre jamais enregistrée. Le Geist se souvient. Les trônes récupérés ne sont pas toujours retirés. Certains sont réparés, rebondis, transmis. Un nouveau pilote subit le rite du devenir, s'assoit sur le trône et, au premier moment de la connexion, un éclair, un souffle, un souvenir, un ciel brûlé, une promesse non tenue, une voix qui n'est pas la leur. Elle passe aussi vite qu'elle vient. Mais le Geist le garde. Le passé ne disparaît pas. Il attend. Il existe une histoire, répétée, jamais confirmée, d'un Freeblade qui a marché jusqu'à la limite de l'espace connu. Au-delà des étoiles avec des noms, au-delà des routes de patrouille et des balises. On dit qu'il a atteint un astéroïde en forme de chapelle, vaste et solitaire. Là, il a éteint son chevalier et a gravé une seule phrase dans la roche avec sa lance thermique. Que ce soit la fin de la route, j'ai marché aussi loin que j'ai pu. Aucune coordonnée n'est connue. Aucune carte ne le confirme. Mais l'histoire persiste. Quelque part, dans le noir, un chevalier attend. Pas pour la guerre, pas pour l'absolution, pour le calme. Les Freeblades ne tombent pas dans le mythe. Elles deviennent quelque chose de plus silencieux. Pour le Mechanicus, ils restent une aberration théologique, des reliques non liées dont l'autonomie remet en cause les fondements de l'autorité sacerdotale. Pour l'ecclésiarchie, ils sont à la fois une preuve et un problème, une icône sans sanctuaire, un saint sans sanction. Pour l'Inquisition, elles sont une irrégularité nécessaire. Observées, utilisées, tolérées. Mais pour les soldats, ils sont une mémoire, une forme vue une fois dans le feu, une ombre qui s'est battue quand tout le reste a échoué, quelque chose d'énorme, silencieux, non réclamé. Et pour les maisons des chevaliers, ils ne sont pas des parias. Ce sont des miroirs, non pas de l'échec, mais de la possibilité. Chaque maison a son sceptique, chaque lignée a son poids, et quelque part, derrière une porte scellée dans un donjon tranquille, un pilote regarde l'armure et se demande ce qui l'attend au-delà de l'obéissance. Parce que le chemin ne commence pas par la rébellion, il commence par la vérité. Et lorsque cette vérité ne peut plus être prononcée devant un tribunal ou un conseil, elle se fait en silence. Quelque part, un trône s'éveille, non pas parce qu'il a été convoqué, mais parce qu'il s'est souvenu d'un nom, d'un sentiment, d'un vœu. Les francs-tireurs ne gagnent pas les guerres, ils ne gravent pas leur nom dans les annales de l'impérium, mais ils apportent quelque chose qu'aucun empire ne peut commander, la continuité. Quand les bannières tombent, quand les maisons s'effondrent, quand même la lumière de l'empereur s'estompe derrière la fumée et la distance, le chevalier marche, pas pour la gloire, pour la mémoire, une étape, puis un autre, à travers la ruine, traverser le silence,
à travers le temps. Jusqu'à la fin de la route. Et même là, longtemps après le refroidissement du réacteur, le Geist attend. Parce que certains échos ne sont jamais censés s'éteindre.